Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce deuxième webinaire du Haut Conseil pour le climat. Euh, donc le Haut Conseil pour le climat, pour ceux qui nous ont pas suivis jusqu'ici, c'est un organisme indépendant qui est chargé d'évaluer les politiques du gouvernement en matière climatique et de surveiller si on suit bien la trajectoire qui doit nous conduire vers la neutralité carbone en 2050. Nous avons publié déjà plusieurs rapports annuels, des rapports spéciaux, thématiques que vous trouverez sur le site du Conseil. Et aujourd'hui, nous allons revenir sur le dernier rapport annuel qui a été publié au mois de juillet, avec une version grand public parue en septembre. Et dans ce rapport annuel, il y a 4 chapitres, et le quatrième chapitre traite de la transition juste. Donc aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur cette notion de transition juste en compagnie de deux membres du Haut Conseil pour le climat, qui sont Sophie Dubuisson-Kellier, qui est sociologue, et Magali Regazazi, qui est géographe. Donc très rapidement, je leur cède la parole. Un dernier petit détail, vous pouvez mettre vos questions dans le chat. Et à la fin, je sélectionnerai, je piocherai dans ces questions ou j'en synthétiserai quelques-unes pour les transmettre à nos intervenantes. Merci. Donc Solange, Magali, c'est à vous. Merci Olivier. Donc je propose de passer directement à la diapo suivante et même la suivante puisque tu as déjà présenté ce qu'était le HCC. Voilà, parfait. Merci. Donc pourquoi un webinaire sur la transition juste et pourquoi avons-nous travaillé sur cette question de la transition juste? Parce que c'est une dimension centrale de la conduite de la transition et qu'elle est présente dans la SNBC et dans le PNAC. Par ailleurs, on sait que cette question de la perception de certaines politiques climatiques comme injustes est un frein à leur mise en œuvre, un frein à leur succès. Donc c'est une question importante. D'où vient cette expression de transition juste? Elle a été forgée dans les années 1990, surtout dans un contexte où il s'agissait de rappeler les tensions entre emploi et environnement. Depuis, c'est une notion qu'on trouve dans de nombreux textes et de nombreux rapports internationaux. On cite quelques-uns. Donc, les principes directeurs pour une transition juste vers des économies et des sociétés écologiquement durables pour tous, de l'OIT en 2015, le préambule de l'accord de Paris en 2015 également, la Convention climat des Nations Unies en 2016, la proposition de règlement établissant le Fonds de transition juste de la Commission européenne en 2020. En France, c'est une question qui est directement mentionnée dans la lettre de mission à la Convention citoyenne pour le climat en 2019 et dans la stratégie nationale bas carbone de mars 2020, notamment avec cette orientation éco 2, assurer une transition juste pour tous, qui vise plusieurs choses: prendre en compte les impacts socio-économiques des mesures associées à la transition bas carbone sur l'ensemble des acteurs de la société, s'assurer de la soutenabilité de ces mesures. Deuxièmement, préserver le pouvoir d'achat des ménages en privilégiant, dans la mesure du possible, des mesures socialement justes et redistributives. Troisième point, préserver la compétitivité des entreprises, en particulier celles qui sont affectées par la hausse de la fiscalité qui soit liée à la transition bas carbone. Le PNAC 2, quant à lui, prévoit que les mesures d'adaptation prises, je cite, tiendront compte des vulnérabilités sociales et économiques des individus, des territoires notamment ultramarins et des secteurs d'activité, des inégalités tant d'exposition que de capacité d'adaptation dans le respect du principe de justice climatique. Il existe également d'autres prises de parole sur cette question de la transition juste, nous y reviendrons, notamment syndicales, des ONG, des mouvements sociaux. On aboutit donc à une diversité de définitions et de valeurs qui sont mobilisées, ce qui fait de la transition juste un problème complexe et dont la prise en charge est nécessairement pluridisciplinaire. Avant de présenter les conclusions de notre rapport, il est important de comprendre comment se posent ces problèmes dans la société. Diapo suivante. Et je passe la parole à Magali. Donc, l'idée, c'est d'abord de partir d'un constat qui est que le réchauffement climatique continue. Vous savez qu'on a déjà 1 degré qui ont été enregistrés jusqu'à présent au niveau mondial et que ce degré, il est absolument énorme et que dans le contexte actuel d'avancée des connaissances scientifiques, il est démontré que ce degré est entièrement causé par les activités humaines. Vous le savez, hein, l'année 2019 a été marquée, d'abord c'est l'année la plus chaude enregistrée en Europe depuis qu'on mesure ces températures.
On a eu notamment 2 vagues de chaleur successives, une sécheresse exceptionnelle et probablement des événements méditerranéens sur les Alpes-Maritimes qui ont un lien avec ce changement climatique. Le premier semestre 2020 est le plus chaud jamais enregistré en France, donc on voit bien aujourd'hui que l'urgence climatique est là, que les impacts du changement climatique sont déjà là et qu'ils se renforcent et qu'ils vont se renforcer si évidemment la trajectoire que la France s'est fixée en termes de transition n'est pas la bonne. Donc pour que le réchauffement de la planète stoppe, avant même de penser d'ailleurs à le réduire, il est absolument nécessaire que les émissions de gaz à effet de serre se réduisent pour atteindre la neutralité carbone. Cette neutralité carbone veut dire 2 choses. Elle veut dire d'abord que toutes les émissions qui peuvent être éliminées doivent être réduites à 0. Et que toutes celles qui ne peuvent pas être réduites à 0 doivent être compensées, notamment par des puits de carbone, notamment par exemple par le stockage du carbone dans les sols. Et ce que l'on constate, s'il te plaît, slide suivante, c'est que la majorité des Français pensent que c'est une urgence. Et quand on fait donc des sondages, on voit bien que cette urgence est là, que la conscience du changement climatique est là et qu'il est nécessaire de prendre des mesures pour faire face à ce changement climatique. Et qu'en même temps, une majorité de Français, 57% de Français, se déclarent inquiets de ces effets pour leur vie aujourd'hui et pour demain. Et donc s'interrogent en fait sur les effets que vont avoir le changement climatique, notamment sur leur vie quotidienne. Et c'est la slide suivante. Il existe en effet un certain nombre de blocages qui vont notamment s'exprimer en termes de justice sociale. Pour les Français, la transition climatique, pour être juste, doit avant tout avoir pour effet de préserver un certain nombre de situations et de ne pas dégrader leurs conditions de vie et leurs conditions de bien-être notamment. Quand vous regardez le sondage qui est présenté sur cette slide, vous voyez que, en particulier, la transition climatique doit pouvoir préserver la situation financière, notamment des classes moyennes et des plus démunies, et de réduire l'ensemble des inégalités sociales. Et c'est à partir de ce constat que le Haut Conseil a travaillé pour comprendre comment est-ce qu'on pouvait concilier en fait la nécessité de mettre en place des politiques climatiques ambitieuses en termes d'atténuation et d'adaptation et de respecter la justice ou le sentiment de justice en matière de transition. Sophie. Alors, on va passer à la slide suivante. Donc, la transition climatique, c'est quelque chose d'assez complexe qui va engager des changements structurels, c'est-à-dire profonds, majeurs dans nos sociétés. Et c'est précisément pour cette raison que cette transition doit être questionnée sous l'angle de ses effets sur la justice sociale. Alors, c'est une exigence qui avait déjà été soulignée par le GIEC, qui a posé les questions de justice sociale et d'équité comme centrales. C'est ça qui permet d'arriver socialement et politiquement à engager les transformations qui mènent à des modes de développement résilients. Donc la justice est une exigence morale et politique constitutive de nos sociétés. Mais définir ce qui est juste ne fait pas nécessairement consensus. On n'est pas tous d'accord sur ce qui est juste. Ça dépend des espaces sociaux où se définit ce principe de justice. Ça dépend des parties prenantes qui s'expriment. Par exemple, pour les acteurs publics et les acteurs économiques, la transition juste se conçoit avant tout sous un angle économique. C'est un moyen d'organiser, de compenser les dommages subis par les individus, par les entreprises ou sur les territoires, soit en raison de dommages climatiques, soit en raison d'effets des politiques climatiques. Ces approches, donc souvent plutôt techniques, avec des outils économiques, ont pu être critiquées par le secteur associatif ou le monde académique, qui ont fait valoir que ça ne prenait pas suffisamment en compte d'autres dimensions sociales, par exemple celles concernant les inégalités. Inégalités face au changement climatique, mais aussi inégalités dans l'accès à certaines infrastructures, à certains savoirs, on peut penser à la fracture technique par exemple, ou dans la dépendance aux activités intensives en carbone, comme l'utilisation du chauffage ou l'usage de l'automobile encore. Enfin, la transition juste soulève également des enjeux politiques, en considérant la manière dont s'organise le débat démocratique autour des questions de transition, autour des façons de mener cette transition.
Pour tenir compte justement de ces différentes définitions de la justice, nous avons décidé de travailler sur 3 dimensions principales de la transition juste. La première est cette dimension économique, pour tenir compte des effets sur les acteurs économiques, à la fois des dommages climatiques, mais aussi, comme je le disais, des politiques d'atténuation et d'adaptation. Donc il s'agit notamment de veiller aux dimensions redistributives des politiques et à ce que leurs coûts soient équitablement répartis sur l'ensemble de la société. Deuxième dimension, la dimension sociale, afin d'envisager des politiques qui soient inclusives, c'est-à-dire qui tiennent compte des inégalités économiques, sociales, territoriales, intergénérationnelles et souvent intersectionnelles, c'est-à-dire qu'elles vont recouper ces différentes dimensions. Donc il s'agit de tenir compte du fait que ces inégalités accroissent la vulnérabilité des individus à la fois face aux impacts du changement climatique et face à certaines politiques publiques. On va essayer d'aider, d'accompagner les populations les plus fragiles et on va essayer de ne pas augmenter les inégalités. Troisième dimension, la dimension démocratique, qui prend en compte les demandes de participation de tous aux délibérations préalables à la prise de décision qui concerne ce changement et cette transition, afin de s'assurer que les différentes options ont été débattues. Donc là, on va veiller à organiser les conditions de cette participation. Et parce que ces dimensions de justice ne sont pas réductibles les unes aux autres, elles doivent être prises en compte à partir des différents types de savoirs qui les informent et des différentes parties prenantes qui les expriment. Donc ça débouche sur 2 types d'exigences. Le recours à des approches pluridisciplinaires pour traiter des questions de la transition juste, notamment à côté de l'économie. Il faut d'autres types de disciplines que nous représentons notamment ici, donc avec la géographie et la sociologie. Deuxième exigence, la construction d'espaces délibératifs pour faire débattre les différents points de vue sur la transition juste. Avant de présenter les instruments de l'intervention sur ces questions, il est nécessaire de revenir sur 2 des concepts qui soutiennent la réflexion sur la transition juste, celle de vulnérabilité et celle d'inégalité. Donc, slide suivante, s'il te plaît. Donc en fait, on est parti de la question de la vulnérabilité pour essayer de comprendre comment la transition juste, en fait, allait permettre de prendre en compte cette question des vulnérabilités. Si on reprend la question de ce qu'est un risque, c'est la rencontre entre un aléa, un processus physique, ici c'est le changement climatique, et puis une société qui présente un certain nombre de fragilités. Et dans cette société, on peut le décliner en fonction des individus, des groupes, des territoires, des entreprises, des systèmes productifs. Donc on peut regarder un ensemble d'enjeux qui vont être sensibles aux impacts de cet aléa. Et c'est parce que vous avez la rencontre d'un aléa et d'une vulnérabilité que vous avez à un moment une catastrophe qui est la crise climatique qui s'annonce. Alors, on a 2 façons de travailler sur les risques. Et c'est pour ça que la politique climatique, elle marche sur 2 jambes. D'un côté, vous avez des actions sur l'aléa, sur ce changement climatique, c'est l'action sur les causes, qui va permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre, et d'atteindre cette neutralité carbone. Ce sont les politiques d'atténuation. Et puis de l'autre, vous avez des actions sur les vulnérabilités, c'est-à-dire sur ce qui va faire que des individus, des sociétés, des territoires, mais aussi, je vous l'ai dit, des entreprises, des réseaux, des systèmes productifs quels qu'ils soient, vont à un moment être susceptibles de subir des dommages, vont présenter une certaine fragilité. Et donc ça, ce sont plutôt les actions d'adaptation qui vont à la fois permettre d'agir sur l'exposition, réduire l'exposition physique, par exemple déplacer un certain nombre d'activités ou de populations, et puis réduire surtout sur ce que nous, on appelle les causes structurelles de la vulnérabilité, c'est-à-dire ces facteurs qui vous rendent fragiles à cet aléa climatique. Et pour agir sur ces vulnérabilités, il faut agir par des transformations structurelles. Et ces transformations structurelles, elles vont résider à la fois dans des changements à la fois réactifs et proactifs. C'est-à-dire que certaines fois, on a des chocs et puis on apprend et on transforme par rapport à ça. Mais aussi des choix de société qui sont des choix et des politiques publiques qui vont être mises en œuvre de façon plus proactive, plus anticipative. Et c'est ce processus de transformation qui repose à la fois sur l'atténuation et sur l'adaptation qu'on va appeler transition. Or, on constate, et toute la littérature, pour le coup, quelles que soient les disciplines scientifiques qu'on regarde, converge sur 2 points. Le premier point, c'est que le changement est certes global et l'exposition est mondiale, mais la vulnérabilité à ce changement est inégale.
Elle est inégale et elle est fortement corrélée à un ensemble d'inégalités qui sont des inégalités sociales que nous, on a appelées dans le rapport intersectionnel et qui vont en fait désigner un ensemble de composantes des inégalités, pas simplement les revenus, mais par exemple des inégalités liées à l'âge, liées au genre, liées à votre inscription dans des réseaux familiaux, liées à la question à la manière dont votre entreprise est organisée, liées à la manière dont votre territoire s'organise et dépend d'un autre ensemble de territoires. Et donc, on va regarder cette question des inégalités, des disparités, qui est effectivement un facteur identifié comme fondamental dans l'émergence de ces vulnérabilités. Et on est parti du constat qui est en fait un double constat. C'est que non seulement les plus vulnérables au changement climatique vont voir leur vulnérabilité accrue par les impacts de ce changement climatique. Pourquoi? Parce que les crises ne se succèdent pas, elles se superposent et que de crise en crise, vous allez avoir une dégradation des conditions de vie, notamment des populations, des conditions de bien-être, mais aussi des conditions de prospérité économique. Donc vous avez un ensemble en fait d'éléments qui vont vulnérabiliser encore plus la société. Et donc si on continue avec le changement climatique, on va renforcer les inégalités, mais on se rend compte aussi qu'une partie des politiques qui sont mises en œuvre pour lutter contre le changement climatique, qui sont mises en œuvre dans le cadre de l'adaptation, qui sont mises en œuvre pour réaliser cette transition écologique et climatique qu'on entend, eh bien, elles vont aussi avoir des effets soit négatifs, soit régressifs sur un certain nombre de populations. Et donc, tout l'enjeu, c'est de faire en sorte que cette transition ne dégrade pas, ne creuse pas les inégalités, et qu'on ait au contraire un co-bénéfice où à la fois on va pouvoir réduire les impacts et donc limiter les inégalités qui vont être produites par le changement climatique, mais aussi travailler sur le socle de ces inégalités par des transformations structurelles pour permettre que les populations les plus fragiles ne subissent pas la double peine, à la fois celle du changement climatique et des politiques qui sont supposées lutter contre. Et c'est donc cette idée en fait qui est au cœur de notre démarche, c'est d'arriver à montrer comment une transition juste doit tenir les deux bouts sans pour autant, évidemment, résoudre l'ensemble des inégalités et sans pour autant être l'alpha et l'oméga des principes de justice sociale, démocratique et économique et environnementale au sein de nos sociétés. Sophie? Oui, alors, le suivant. Alors, on va poursuivre. Alors, moi, j'ai un écho quand je parle. Aussi donc, je vais continuer malgré l'écho. Donc, on poursuit sur ces questions d'inégalité. Donc, ce sont des aspects extrêmement importants et d'autant plus importants que les contributions au changement climatique sont très inégalement réparties. Contrairement à certaines idées reçues qui fournissent. Je vous ai perdu, je reprends. Je reviens. Donc je parlais du fait que les contributions au changement climatique sont très inégalement réparties. On pense souvent que ce sont les plus pauvres parce qu'ils ont des équipements anciens, faiblement optimisés, qui seraient émetteurs, mais ce sont bien les déciles les plus élevés de la population qui ont l'empreinte carbone la plus élevée, principalement en raison de leur structure de consommation. Plus de déplacements, des véhicules plus lourds, des logements plus grands, un renouvellement plus fréquent des biens de consommation et une consommation plus forte de services financiers. Par ailleurs, il est important de noter que ces inégalités ne vont pas concerner uniquement les premiers déciles. Le seuil de pauvreté en France, qui est à peu près autour de 1 000 € par mois, ça concerne 8,9 millions de personnes qui vivent en dessous de ce seuil de pauvreté, presque 15% de la population. Et cette pauvreté doit être mesurée dans différentes dimensions. Il y a bien sûr la pauvreté monétaire qui est mesurée par le niveau de revenus, comme je viens de le mentionner là, mais on a aussi d'autres indicateurs qui sont tout à fait importants, notamment les indicateurs de privation matérielle et sociale qui sont utilisés au niveau européen. Et puis on a aussi une pauvreté dite en conditions de vie qui va tenir compte
du logement, du rapport au marché du travail, de la structure du ménage, qui va faire que certaines personnes, les personnes âgées, les étudiants, les travailleurs isolés, les mères célibataires peuvent être plus fragilisées. Magali vient d'insister sur les inégalités face au changement climatique et sur les inégalités renforcées par le changement climatique. Elle a aussi mentionné, je vais revenir sur ce point, sur les effets des politiques climatiques elles-mêmes sur les inégalités. Ces effets peuvent être positifs quand les politiques d'atténuation ou d'adaptation vont viser en fait, vont obtenir des réductions des inégalités. Par exemple, on va diminuer le trafic routier, ce qui va avoir des effets positifs sur la pollution de l'air, une pollution à laquelle les plus défavorisés sont particulièrement exposés. On peut aussi citer les effets d'une rénovation énergétique des bâtiments sur la diminution de la précarité énergétique, un type d'action qui peut se révéler plus efficace que les aides financières, parce qu'on sait justement que les aides financières vont se heurter à un problème de non-recours, c'est-à-dire au fait que les populations les plus fragiles n'utilisent pas, ne mobilisent pas cette aide financière. Mais les politiques climatiques peuvent aussi induire ou renforcer les inégalités. Les outils fiscaux, qui sont ceux auxquels on pense assez spontanément, peuvent peser proportionnellement plus fortement sur les ménages les moins aisés, qui sont déjà les ménages les plus contraints. Il y a certaines actions également qu'on peut mentionner qui vont viser la consommation, des politiques d'offres qui vont faire augmenter les produits en gamme, renforcer les normes et qui vont donc du coup mécaniquement faire augmenter le prix de ces produits, vont limiter l'accès des ménages les plus défavorisés à ces produits vers une consommation durable. On voit bien qu'on a assez vite, avec ces questions de transition, des problèmes d'inclusivité sociale. La taxe carbone est probablement la mesure qui a le plus cristallisé les débats autour des inégalités. Le mouvement social qui s'en est suivi doit s'interpréter comme la nécessité de prendre justement en considération ces inégalités, et notamment les inégales contraintes qui pèsent sur les ménages pour modifier leur consommation. Ce mouvement a montré la dépendance d'une partie de la population aux énergies carbonées et à la voiture et aux difficultés en fait de modifier des pratiques de mobilité ou de consommation. Ça renvoie bien à l'importance de la juste répartition des efforts aux yeux des individus. Et je passe la parole à Magali. Magali, on ne t'entend pas. Pour regarder cette transition juste, on a examiné 3 façons de procéder pour montrer en fait comment chacune pose un certain nombre de questions et peut être finalement complétée et s'articuler. Alors la première façon de procéder, c'est un principe que vous connaissez tous, dont on entend beaucoup parler, c'est le principe pollueur-payeur. Ce principe pollueur-payeur, il est d'autant plus facile à regarder, donc c'est celui qui pollue qui paye, par définition. Celui qui est responsable des émissions paye, et plus ça pollue, en gros, plus on taxe. Bon. Ce principe, il est jugé juste. Quand on fait des études d'opinion, la majorité des Français considèrent que c'est un juste principe pour financer la transition bas carbone et qu'il est d'ailleurs plus juste qu'un certain nombre d'autres principes. Le problème, quand on creuse un peu, c'est qu'on se rend compte d'abord que les individus, et c'est ce qu'a montré Sophie, ne choisissent pas toujours de polluer. Et que donc, notamment, les inégalités dont a parlé Sophie, elles dessinent aussi, alors que ce soit des inégalités spatiales, territoriales, sociales ou même économiques, elles vont avoir un impact qui fait que, évidemment, on n'a pas toujours la volonté de polluer. Et que donc derrière, la justice déjà doit s'observer par rapport à ce type de considération. Mais surtout, on se rend compte aussi que ces politiques climatiques qui sont assises sur le principe pollueur-payeur, elles peuvent avoir des effets extrêmement importants d'ordre négatif ou régressif sur les vulnérabilités et donc être contre-productifs puisque si vous augmentez les inégalités, vous risquez d'augmenter les vulnérabilités au changement climatique. Et donc une deuxième approche, c'est de se dire, on peut aider, on peut accompagner la transition pour aider les pollueurs à devenir non-pollueurs. Et l'idée, c'est évidemment d'accompagner les changements structurels qui impliquent la transition par cet accompagnement.
Alors cette aide, elle peut aussi bien être apportée aux individus, aux ménages, qu'aux entreprises, aux territoires. Et dans le rapport, on a fait une focale sur la question de l'emploi, et de l'accompagnement nécessaire des travailleurs pour les accompagner lorsque soit leur emploi va être détruit parce qu'ils travaillent dans un secteur qui est un secteur polluant, soit parce qu'il va devoir être transformé, et là aussi l'emploi de ces travailleurs doit faire l'objet d'un accompagnement de politique, un accompagnement de ces travailleurs. Alors, on sait déjà que la France possède un arsenal de dispositifs de soutien et d'accompagnement. On sait aussi qu'il faut en fait se demander si ces dispositifs sont suffisants et comment il faut les cibler. Et ici, l'idée, c'est d'avoir une anticipation pour adapter les politiques d'emploi, d'orientation et de formation professionnelle vers ces fameux emplois verts dont on parle, avec dans le rapport un questionnement sur ce qu'on met réellement dans la catégorie des emplois verts. On a une toute autre façon de regarder le problème, c'est d'agir en fonction des vulnérabilités. C'est-à-dire qu'au lieu d'entrer uniquement par les émissions, on va regarder les caractéristiques des individus, des ménages, des entreprises, des territoires, et cette fois-ci raisonner sur un principe d'équité avec deux idées en tête. D'une part, faire attention à ce que les politiques climatiques qu'on va mettre en œuvre ne creusent pas ces inégalités. Et d'autre part, tenir compte du fait que ces inégalités sont déjà des facteurs de vulnérabilité au changement climatique. Et ça permet évidemment d'avoir une autre façon de lire le débat et de regarder un petit peu autrement comment on peut mettre en œuvre des politiques qui vont vraiment s'asseoir sur la compréhension des vulnérabilités au sein de cette transition. Alors, la diapo suivante. Donc Magali a présenté deux façons d'intervenir, d'agir, donc appliquer le principe du pollueur-payeur, agir en fonction des vulnérabilités. Et il y a une troisième modalité qu'on a identifiée dans ce rapport qui consiste à considérer les enjeux démocratiques de la transition juste. Alors, ça a été rappelé au début de notre exposé, l'environnement, le climat font l'objet d'un intérêt très important et croissant de la part de la population. Il donne également lieu à des mobilisations collectives qui sont aujourd'hui très visibles dans l'espace public. On peut penser au mouvement très contestataire, on peut aussi penser au mouvement de la jeunesse. Il y a un important mouvement également qui se développe autour de jeunes professionnels, de jeunes diplômés, de jeunes talents, selon la manière dont on les appelle. Certaines polarisations se manifestent aussi autour de tensions. On va avoir tendance à opposer les objectifs. Aujourd'hui, on arrive parfois à opposer les objectifs sanitaires, les objectifs climatiques. Plus traditionnellement, on oppose les objectifs climatiques aux objectifs économiques d'emploi. Il s'agit au contraire d'essayer d'articuler ces différents objectifs dans des discussions qui ont vocation à poser de manière assez large ces questions de transition. Il faut aussi rappeler qu'on est dans un contexte social tout à fait particulier, qui est celui d'une défiance assez marquée vis-à-vis des institutions, les entreprises notamment, mais également les institutions publiques. Et ce contexte va renforcer en fait cette exigence d'une gouvernance qui doit être large, qui doit porter sur les enjeux climatiques, mais aussi sur les dimensions politiques à la fois de ces enjeux et des mouvements de transition. Alors il faut organiser bien sûr les formes de délibération à différents niveaux, dans différents espaces, au niveau national, mais aussi dans les territoires, dans les entreprises, associer les différentes parties prenantes. Il faut également trouver le moyen d'articuler et non pas substituer les formes plurielles de cette délibération, délibération participative, délibération représentation. Et du coup, ça nous amène à reconsidérer une notion qui est souvent convoquée lorsqu'on parle de transition, qui est celle d'acceptabilité sociale. C'est une notion qui est souvent mobilisée pour penser la confrontation entre des politiques publiques ou des technologies d'ailleurs, ou des aménagements
qui seraient conçus dans un certain nombre d'espaces sociaux isolés de la population, et ensuite il faut organiser cette confrontation de l'une à l'autre. Il s'agit plutôt de reconsidérer la manière dont ces projets, ces technologies, ces politiques publiques engagent différentes organisations sociales dès leur conception, et c'est à ce stade qu'il convient de mobiliser. Donc ça signifie sortir aussi du top-down, sortir du tout technocratique, pour penser plutôt l'inscription sociale, l'inscription territoriale de ces différents projets de transition. Les politiques publiques autour du climat, mais aussi autour de l'énergie, ou pour parler d'un sujet actuel du numérique aussi, ne devraient pas être considérées comme relevant du pur débat d'experts, mais parce qu'ils engagent des choix de société, parce qu'ils engagent finalement l'ensemble des acteurs qui auront à les mettre en œuvre, pourraient être plus largement débattus. Bien sûr, en disant cela, il ne s'agit pas pour autant d'exonérer l'État de ses propres responsabilités ou de ces formes de redevabilité qui pèsent sur lui, puisqu'il doit aussi prendre en charge ces enjeux de société et en assurer l'animation de la mise en œuvre. Voilà, nous en avons terminé avec cette présentation sur la transition juste. Très bien, merci Sophie. Merci Magali. Vous avez suivi attentivement. Il y a pas mal de réactions et de questions. Je vais essayer de les synthétiser pour commencer par la fin, justement par là où on vient de terminer. Il y a des demandes d'éclaircissement sur les manières d'agir et d'aider. Et la première question que je refléterai, c'est faut-il vraiment aider les pollueurs et en fait donner des aides à ceux qui font tout de travers? Tu réponds, Sophie, ou Vas-y. Je poserai la question de la façon suivante. Si on pense effectivement que tous les gens qui polluent le font de façon consciente et volontaire, oui. Vous imaginez bien, par exemple, que dans le cadre aujourd'hui de l'aménagement du territoire, un certain nombre de populations sont exclues de l'accès à la mobilité. Ils vont donc devoir utiliser, par exemple, des voitures qui sont des voitures polluantes. Et si vous cumulez cette exclusion de l'accès à la mobilité avec des considérations de revenus et des considérations sociales, vous savez aussi que ce n'est pas forcément les voitures les moins polluantes. Donc, on a effectivement besoin, à un moment donné, d'accompagner un certain nombre de changements. Un certain nombre de changements sans lesquels, de toute façon, on n'arrivera pas à avancer. Et c'est pour ça que Sophie insistait vraiment sur la dimension démocratique de ces choix-là. Ce sont effectivement des choix de société qui vont demander à un moment donné qu'on arbitre et qu'on regarde quels sont les facteurs qui, à un moment donné, peuvent causer peuvent être responsables d'un accroissement de la pollution et des émissions. Et donc, une des possibilités, c'est effectivement de croiser la question du pollueur avec les facteurs qui font qu'il pollue et avec ensuite les aides dont il peut bénéficier par rapport à ses vulnérabilités. Pour compléter la réponse de Magali, dans nos travaux, nous avons en effet insisté sur le fait qu'il était important de tenir compte du champ de contraintes qui pouvaient être ceux d'un certain nombre d'acteurs. Alors, ça peut fonctionner pour réfléchir la transition à la fois au niveau des organisations, au niveau des entreprises notamment. Il est clair que dans le rapport, on mentionne un certain nombre d'actions de reconversion, notamment des emplois et des compétences sur lesquelles a beaucoup insisté Magali tout à l'heure. Et puis, ça fonctionne effectivement pour les individus. Il est évident que les ménages qui habitent dans des passoires thermiques sont d'abord des pollueurs malgré eux. Et il est important de replacer en fait les individus dans le champ de contraintes qui pèse sur eux et notamment les structures budgétaires qui font qu'il est impossible pour ces ménages d'engager des frais considérables de rénovation des bâtiments.
Donc, on voit bien que aucune de ces questions ne se pose simplement dans des termes en fait qui consisteraient à dire on n'aide pas les pollueurs et on soutient ceux qui font bien. C'est l'ensemble de la société qu'il faut arriver à amener dans cette transition. Et pour produire ces changements, il faut aussi accompagner vers de nouvelles pratiques, qu'elles concernent les entreprises ou qu'elles concernent les ménages. Merci à vous deux. Une question suivante, je vais en fusionner deux là. On nous demande de préciser comment, ce que signifie décliner les appuis en fonction de l'exposition aux vulnérabilités, mais aussi on nous demande si on a pu procéder, ou si quelqu'un a pu procéder à une identification précise de ces catégories vulnérables et éventuellement sur la base de quelles données. Alors, en termes d'exposition, on a déjà des choses qui sont réalisées, notamment par l'entrée territoriale. C'est-à-dire qu'on voit qu'on a un ensemble de territoires qui aujourd'hui vont être beaucoup plus concernés par les impacts du changement climatique. Or, ces territoires, pour certains, sont déjà en difficulté. Du fait, par exemple, de reconversion industrielle. On peut citer les Hauts-de-France, dont on connaît déjà la trajectoire. On a aussi certains territoires de montagne, par exemple. On peut avoir certains territoires littoraux qui sont particulièrement concernés donc, par les impacts du changement climatique. Et donc là aussi, il y a une nécessité sans doute de cibler un certain nombre de politiques à partir de l'exposition. Si on regarde l'entrée territoriale, on peut aussi avoir des réflexions sur comment on pourrait cibler un certain nombre de politiques publiques sur des territoires dont on sait qu'ils présentent déjà des fragilités du fait de leur situation, là encore, économique et sociale. On a évoqué dans le rapport, et c'est évoqué dans le PNAC, le cas des territoires ultramarins, qui sont, alors eux, c'est très compliqué parce que d'un côté, ils vont avoir des impacts du changement climatique qui sont extrêmement violents et en même temps avec des situations de fragilité et de précarité d'un certain nombre d'habitants sur ces territoires qui sont extrêmement fortes. Sur l'analyse des vulnérabilités, il existe de multiples grilles qui permettent de caractériser les vulnérabilités aussi bien au niveau individuel, collectif, entrepreneurial. On a des indicateurs qui peuvent en fait permettre de regarder déjà qui est vulnérable directement au choc. Et là, c'est très clair, quand vous regardez aujourd'hui le Covid, et si vous regardez l'adéquation entre ce qui se passe pour le Covid et ce qui se passerait en cas de catastrophe naturelle, industrielle ou même de problèmes environnementaux de pollution, vous avez quand même une adéquation très forte où les inégalités environnementales en fait recoupent assez largement des inégalités sociales et des inégalités économiques. Donc ces grilles existent. Ensuite, évidemment, il faut les affiner, il faut surtout choisir les indicateurs qui vont permettre d'identifier et de cibler les vulnérables. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est quand même un certain nombre de politiques publiques commencent à travailler sur cette prise en compte des vulnérabilités avec des accompagnements différenciés. Il y a sans doute aussi un besoin de parangonnage à mettre en place. Je pense par exemple aux questions de précarité énergétique qui ont beaucoup été travaillées en Allemagne et qui pourraient être extrêmement intéressantes. Alors évidemment, le parangonnage a toujours des limites parce qu'on n'est pas complètement dans les mêmes contextes. Mais on voit bien aujourd'hui qu'il existe en fait déjà des méthodologies qui permettraient de regarder et d'identifier ces vulnérables, de corréler ensuite cette vulnérabilité à l'exposition, en regardant si c'est une exposition à des impacts immédiats ou à des impacts plus longs, de mesurer aussi les effets de contre-productivité d'un certain nombre de mesures, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, certaines mesures qui vont être prises pour réduire les inégalités immédiates sont en fait des mesures extrêmement délétères pour réduire les inégalités à long terme. Donc, il ne s'agit pas non plus de fabriquer les vulnérabilités de demain en pensant réduire les vulnérabilités d'aujourd'hui, mais il existe effectivement dans la littérature scientifique et dans un certain nombre d'initiatives une prise en compte de ces inégalités. Je signale par exemple ce qui se passe aujourd'hui en Gironde, dans le département de Gironde. Là, ce sont des actions sur la résilience qui sont mises en œuvre dans le cadre d'une stratégie de résilience, notamment au changement climatique. Les départements ayant un volet social extrêmement important vont articuler en fait la dimension inégalité et vulnérabilité sociale avec la dimension atténuation et adaptation. Donc, il y a un ensemble d'initiatives aujourd'hui qui sont prises sur le territoire national et à l'étranger qui pourrait permettre d'avoir quelque chose d'assez robuste pour considérer la prise en compte différenciée des vulnérabilités. Ok, merci Magali.
Je vais juste Oui. enlever le soleil, excusez-moi. Il y a tout un tas de questions en fait qui portent sur des sujets, que ce soit les relations entre le PIB et la croissance et la réduction des émissions, etc., auxquelles on a répondu dans notre premier séminaire. Alors, si vous avez loupé l'épisode 1 de cette fantastique saison du HCC Online, je vous recommande d'aller sur la chaîne YouTube du Conseil pour le climat. Vous pourrez retrouver la vidéo du premier séminaire. Celle-là suivra bientôt. Et là, les sujets qui vous intéressent, enfin, ceux qui sont intéressés par ces sujets trouveront réponse à leurs questions, je pense. Pour revenir à la dimension de transition juste, on a une question qui nous demande de préciser ce qu'on entend par la dimension participative. C'est-à-dire quels sont les différents degrés de participation, qu'est-ce qu'on entend par là, et comment mieux associer les citoyens aux décisions de la transition juste. Oui, je peux répondre à cette question. Alors, justement, quand on a abordé cet aspect dans le rapport, on a voulu rester très ouvert sur les formes de participation. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que déjà, on peut les envisager à différentes échelles territoriales, et peut-être en considérant que ces différentes échelles jouent des rôles assez différents, justement. Ce qui se passe au niveau national, avec notamment la conférence citoyenne pour le climat, n'a probablement ni la même forme, ni les mêmes effets que ce qui peut se passer dans des espaces plus territorialisés où on va articuler davantage ces dispositifs à une action publique. Et puis, il faut les considérer aussi dans différents espaces et organisations. Je pense par exemple que l'espace de l'entreprise, qui est pas forcément en fait un espace très ouvert à ces questions participatives, va forcément progressivement le devenir. Je faisais référence tout à l'heure au mouvement des jeunes diplômés, qui sont aujourd'hui en fait des gens qui sont en position un peu de force sur le marché du travail et qui veulent en fait pouvoir intervenir dans des décisions qui sont portées très haut hiérarchiquement dans les entreprises et qui engagent en fait la trajectoire de ces entreprises dans le contexte de la transition écologique ou énergétique. Donc ça, ce sont des choses assez importantes et qui vont devenir assez structurantes. On pourrait aussi mentionner par ailleurs toute une série d'expérimentations qui existent déjà depuis certaines 10 ans, d'autres même 20 ans, et qui sont aussi de nature participative. Je veux par exemple parler des coopératives citoyennes d'énergie, des coopératives d'habitat, en fait, qui sont des espaces expérimentaux très intéressants dans lesquels, en fait, des collectifs vont essayer de travailler différemment le rapport, par exemple, à une production énergétique pour les coopératives énergétiques ou le rapport au logement à travers les coopératives d'habitat. Donc, ces espaces expérimentaux qui ont été beaucoup étudiés par la littérature sont assez intéressants du point de vue des innovations sociales qu'ils proposent. Et on voit cette diffusion d'ailleurs à l'œuvre à travers toute une série aujourd'hui de petits outils qu'on a, alors souvent plutôt au niveau des collectivités territoriales. Je pense par exemple au budget participatif, qui sont des outils tout à fait intéressants qui permettent aussi aux citoyens d'être force de proposition sur des modalités très concrètes d'organisation, de pratiques et de schémas de transition. Donc en fait, c'est toute cette expérimentation sociale qui est aujourd'hui à l'œuvre dans notre société, qui doit être prise au sérieux parce que on voit bien qu'on est dans une situation où la société doit se réinventer, c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire et qu'il faut, dans la mesure du possible, être attentif à toutes les pistes qui pourraient être identifiées et proposées, et finalement pas celles qui le seraient uniquement au plus haut niveau de décision. Merci Sophie. On a une question qui nous interroge sur le lien susceptible d'être fait entre transition écologique et genre. Lequel de vous deux veut répondre ?
Alors, en fait, la question du genre a été identifiée comme un des facteurs de vulnérabilité parce qu'elle est à l'origine d'inégalités multiples. Et il est clair qu'aujourd'hui, un certain nombre de recommandations qu'on pourrait avoir par rapport à la réduction de notre consommation en termes de production de gaz à effet de serre ou d'empreinte écologique va se heurter très vite à des inégalités qui sont structurelles par rapport au genre. Vous savez très bien, par exemple, que les familles monoparentales, souvent le monoparental, c'est une femme. Et que donc derrière, il y a aussi des facilités de consommation, des facilités de pratique, des facilités aussi, ou pas des facilités d'ailleurs, des systèmes, des éléments captifs et contraints qui font que eh bien, certaines mesures peuvent peser de façon plus forte sur les femmes. Or, ces femmes peuvent être elles aussi plus vulnérables parce qu'en termes eh bien, d'inégalités, elles aussi, elles vont se retrouver plus exposées à un certain nombre de menaces parce qu'elles vont vivre seules, parce qu'elles vont avoir la charge des enfants, parce qu'elles vont avoir la charge de la famille. Et vous avez vu, par exemple, aujourd'hui que les études qui ont été menées dans le contexte Covid et qui montrent une transformation des modes de travail, notamment en termes de télétravail, ont montré comment ces transformations, qui peuvent être considérées comme positives par rapport à un certain nombre d'émissions de gaz à effet de serre, ont pesé énormément sur les femmes. Donc, alors évidemment, ce facteur de genre, il joue beaucoup plus quand vous êtes dans des pays en voie de développement, parce que là, alors en plus, il y a des inégalités vraiment structurelles et sociétales qui sont associées au genre. Alors, ce qu'a dit Magali est extrêmement importante, et effectivement, hein, sur la question des inégalités, la dimension de genre est tout à fait structurante. Alors, du coup, je voudrais sur cette question-là ajouter d'autres éléments. Il existe aujourd'hui des mouvements, en fait, qui sont adossés à des mouvements qui sont des mouvements sociaux, qui sont adossés à des mouvements intellectuels autour de l'écoféminisme, qui là aussi peuvent être intéressants à suivre, et qui vont faire valoir que un certain nombre des modes de fonctionnement de nos sociétés peuvent être lus et compris à partir de ce prisme des normes de genre qui ont pu dominer, et notamment qui vont expliquer un certain nombre de par exemple, mécanismes de prédation des ressources naturelles ou des formes de sous-qualification de certains emplois, comme tout ce qui concerne les emplois du care, hein, qu'on a vu extrêmement important pendant cette crise Covid, donc, qui vont expliquer en fait cette situation-là à partir du développement des normes de genre et notamment du développement du patriarcat. Donc, c'est bien sûr, ces thèses hein, sont des thèses avant tout militantes. Il est, cela dit, pas inintéressant aussi de regarder ce que produisent ces mouvements intellectuels et ces mouvements sociaux aussi sur une façon de peut-être repenser un certain nombre de choses on pense un peu établies, mais qui pourraient être peut-être organisées autrement. À partir du moment, encore une fois, où il faut organiser ce changement et qu'on ne sait pas faire, la réflexion et la façon de poser les problèmes de cette façon intellectuelle me paraît tout à fait importante et nécessaire. Si je peux me permettre d'ajouter, le genre intervient aussi dans les processus participatifs. On sait que souvent, les femmes vont avoir moins accès aux sphères de la décision pour des tas de raisons, et que donc là aussi, les inégalités vont rejouer dans les processus participatifs qui permettraient à cette transition d'être plus juste. Et donc là, on a vraiment des enjeux qui sont à la fois politiques, économiques, par l'accès à l'emploi notamment, et sociaux dans l'organisation des modes de vie, de la famille, de l'habité des territoires. Merci à vous deux. Moi, je voudrais revenir un petit peu sur la manière dont on intègre cette réflexion en termes de sciences sociales, notamment au sein du travail du Conseil pour le climat, et l'effort qu'on essaye de faire pour ne pas se contenter du discours qui aurait tendance à faire peser sur le consommateur final tout un tas de choix et de responsabilités en matière climatique. Est-ce que, Sophie, tu pourrais élaborer un petit peu là-dessus ? Oui, tout à fait. Alors, en fait, c'est vrai que c'est un peu ce que j'essayais de présenter sous l'angle acceptabilité sociale. En fait, souvent, on vient chercher les sciences sociales pour essayer de comprendre soit mais comment pensent les gens, mais comment font les gens, parce que finalement, les gens ne changent pas, ils résistent, et c'est ça qui est un point bloquant dans la transition.
Donc on a cette réflexion-là. Donc l'acceptabilité, c'est aussi ça, c'est comment aussi ils vont accepter de mettre en œuvre de nouvelles mesures ou de nouvelles technologies. On peut penser à l'éolien, par exemple. Donc on a l'impression qu'en fait la transition aujourd'hui se heurte comme ça à ce que les individus feraient ou ne feraient pas. Alors, cette approche-là, elle est très problématique. Alors, effectivement, d'un point de vue purement moral, hein, ces questions de transition juste sont des questions aussi morales, c'est-à-dire de dire, mais finalement, c'est une façon de considérer que cet effort doit peser avant tout sur les individus, sur les ménages, la population, qui doit prendre une charge lourde dans ces transitions. Et puis finalement, c'est une erreur parce que c'est imaginer que ces dimensions sociales sont uniquement comme ça en bout de course, en bout de chaîne, comme si finalement tout ce qui fabrique nos sociétés, tout ce qui donc pourrait fabriquer la transition ne comporte pas de social, comme si finalement la fabrique de la décision publique se faisait en dehors du social. Moi, j'aime bien rappeler que ceux qui prennent les décisions dans les entreprises ou dans les administrations, au niveau des pouvoirs publics, au niveau des collectivités territoriales, ce sont aussi des êtres sociaux, donc qui sont aussi pris dans des systèmes, dans des régimes d'organisation et d'interdépendance qui font qu'aujourd'hui, ils ont eux-mêmes du mal à prendre un certain nombre de décisions qui seraient plus favorables à la transition. Donc le social, finalement, il n'est absolument pas en bout de chaîne, c'est absolument pas la responsabilité des individus. En bout de chaîne, les consommateurs, les citoyens, mais ces questions sociales, ces dimensions sociales de la transition, ce sont d'abord en fait des fonctionnements institutionnels, des fonctionnements organisationnels et politiques qui sont eux-mêmes éminemment sociaux. Il y a beaucoup d'individus et pas uniquement des individus. On a aussi toute une instrumentation qui crée de la rigidité, qui verrouille un certain nombre de choses. On pense souvent notamment aux indicateurs, tous les instruments qu'on utilise en fait pour guider les décisions. Ces instruments sont extrêmement porteurs de verrouillage et empêchent une partie de la transition de se faire pour ces raisons-là. Donc il est vraiment important de ne pas rabattre la question du social dans la transition sur uniquement des enjeux d'acceptabilité ou de résistance des individus, mais bien d'ouvrir ces questions de dimension sociale de la transition à ces aspects organisationnels et institutionnels. Merci beaucoup, Sophie. Dans les dernières questions, on nous demande si est-ce qu'on juge les propositions de la Convention citoyenne pour le climat éloignées ou pas de la transition juste. Est-ce que vous avez une opinion là-dessus? Alors, on peut tout à fait fondamentalement considérer qu'on est en plein dans la transition juste, précisément parce que c'est ce troisième volet démocratique et participatif qu'on a identifié, qui est l'une des dimensions en fait de cette transition juste, c'est-à-dire la vocation des individus à participer à ce débat public. Donc la dimension fondamentalement de transition juste de la Convention citoyenne pour le climat, elle est d'abord là. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est de considérer en fait le type finalement de savoir que les individus peuvent apporter au débat. Je n'ai pas participé ni à l'organisation ni au suivi, mais de ce que j'en ai compris, en fait, il a été demandé aux individus d'apporter leur expertise d'usagers, de consommateurs, de citoyens. C'est intéressant parce que c'est pas si simple que ça à définir, mais c'est ce qu'a produit en fait ce processus-là, c'est finalement de reconnaître dans ce débat une expertise de la part des consommateurs, des citoyens. Et je trouve ça intéressant parce que finalement, cette expertise, elle s'est manifestée sous l'angle de dire eh bien, nous avons voix au chapitre pour dire si nous voulons consommer de telle façon, si nous voulons consommer autant. Et ça, finalement, c'était une parole qui n'existait pas, qui n'était pas collectivement organisée, qu'on pouvait entendre par des mouvements sociaux, mais qui n'était pas collectivement organisée à partir d'individus. Donc, cette expertise des citoyens ou consommateurs qui on voit au chapitre pour dire finalement non pas
tant ce qu'ils veulent consommer, mais le niveau de consommation est quelque chose qui était assez nouveau dans le débat public. Donc on est, à mon avis, en plein dans le sujet. Bien. Merci Sophie. Je crois qu'on en a à peu près terminé avec les questions qui étaient posées par nos participants. Avant de refermer ce webinaire, je voudrais vous informer de la tenue du prochain webinaire qui aura lieu donc le 9 décembre à 10h30. Donc ce sera encore Magali qui sera de corvée, avec Alain Grandjean cette fois, pour nous présenter le chapitre du rapport annuel qui portait sur les territoires et donc qui portait notamment sur les régions en tant que chef de file du climat. Voilà, merci à nos participants nombreux qui nous ont suivis pendant 1 heure. Merci surtout à nos 2 intervenantes, à Sophie Dubuisson-Quillet et à Magali Reguezazit. Et à très bientôt donc pour le prochain webinaire du Conseil pour le climat. Bonne soirée. Merci à tous. Au revoir.